Soyons directs, Monsieur Dou. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, certaines personnes payent pour réussir au concours de la fonction publique? Ah là, ça commence fort, monsieur Payé. Dans l'administration, est-ce que vous pensez vraiment, selon votre expérience, que ce sont les compétences qui sont mises en valeur ou il y a beaucoup de favoritisme? Il faut dire que dans la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire a en son sein les fonctionnaires les mieux payés. Pourquoi ceux qui font vivre l'administration devraient-ils rester silencieux sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, Internet est devenu la vitrine des success stories du secteur privé, un flot permanent de podcasts sur l'entrepreneuriat, comme si, insidieusement, c'était devenu l'unique voie pour réussir et impacter ses semblables. Et lorsqu'on veut bien parler de l'administration, on la critique, on la caricature, on la juge. Mais prend-on vraiment le temps de connaître ces hommes et ces femmes qui la font vivre chaque jour? Oui, il existe des carrières publiques remarquables, des parcours d'excellence, des réussites silencieuses. Et c'est cela précisément que nous mettons en lumière dans Parcours Public. Alors, si vous êtes jeune et que vous cherchez votre voie, si vous êtes agent public et que parfois vous doutez du sens de votre mission, si vous êtes simplement citoyen et que vous voulez savoir ce qui se passe dans l'envers du décor administratif, ce programme, il est pour vous. Je suis Guy Arnaud Payé et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de Parcours Public. Pour ce premier épisode, nous allons recevoir l'un des fonctionnaires les plus connus de l'espace numérique de ce pays. Connu parce qu'il a décidé de casser les codes en utilisant cet espace comme un outil pédagogique afin de former ses pairs sur les subtilités des textes qui régissent la fonction publique ivoirienne. Suivi par plus de 130 000 followers sur les réseaux sociaux, issu de la 55e promotion de l'École nationale d'administration, juriste, publiciste, conférencier, formateur, auteur du Guide du travailleur, il est actuellement chargé d'études à la direction des affaires juridiques et du contentieux du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Monsieur Serge Pakomdou, bonsoir et bienvenue dans Parcours Public. Bonsoir, monsieur Payé. Je vous remercie de votre invitation. Soyons directs, Monsieur Dou. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, certaines personnes payent pour réussir au concours de la fonction publique? Ah là, ça commence fort, monsieur Payé. Alors, pour répondre clairement à cette question, moi, je dirais que j'ai été admis au concours d'entrée à l'ENA en 2018, alors que c'était une deuxième option. Le concours que je voulais passer initialement, c'était le concours de l'IPNET. Donc, en deuxième option, quand je passe le concours de l'ENA, je suis fort surpris d'être admis à ce concours qu'on dit vraiment fermé, qui est, selon ce que les gens disent, réservé à une certaine élite. Me voici admis au concours de l'ENA. Donc, pour répondre clairement à votre question, comme je vous l'ai dit, moi, par mon exemple, je ne suis pas rentré à l'ENA, je ne suis pas devenu fonctionnaire parce que j'ai payé. D'accord. Vous parlez de votre expérience à vous, C'est cela. mais vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se disent. Effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Oh oui, vous savez que l'adage dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais en même temps, n'ayant pas été témoin d'une telle situation, je ne saurais venir en témoigner. Vous comprenez? Voilà, donc pour ma petite expérience, je ne pense pas que ces pratiques-là ont cours. D'accord. OK. On entend souvent dire que les fonctionnaires ne gagnent pas bien leur vie. C'est cela. Voilà. Mais alors que la fonction publique continue d'attirer tous ces jeunes, C'est cela. comment pouvez-vous expliquer cela? Il faut dire que dans la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire a en son sein les fonctionnaires les mieux payés dans la sous-région. Quand vous prenez le Mali, quand vous prenez le Burkina Faso, quand vous prenez la Guinée, quand vous prenez le Togo, le Bénin, les fonctionnaires, ils sont traités, mais les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont mieux traités que les fonctionnaires dans la sous-région. Donc, si vous voyez qu'il y a cet entrain pour les concours de la fonction publique, c'est forcément parce qu'à la base, il y a quelque chose.
il y a non seulement l'envie et le besoin de vouloir servir son pays, parce que là, c'est un facteur que les gens n'ont pas l'habitude de prendre en compte. Il y a des jeunes gens qui veulent, qui refusent d'aller vendre leurs compétences ailleurs, qui veulent servir leur pays. Ça, c'est le premier facteur. Mais le facteur le plus prépondérant, ce que nous savons tous, c'est que les gens sont en quête d'emploi. Comprenez? Et donc, si la fonction publique permet à certains jeunes de pouvoir sortir du chômage, on va dire ça comme ça, forcément, vous allez voir que chaque année, les concours de la fonction publique vont drainer des centaines de milliers de jeunes Ivoiriens qui veulent devenir fonctionnaires. D'accord. Mais si on vous demande aujourd'hui, un jeune vous demande, je veux devenir fonctionnaire, mais je veux aussi bien gagner ma vie. C'est cela? Voilà, je veux devenir riche. Oui. Voilà, je veux mettre ma famille à l'abri. C'est cela. Voilà. Est-ce que cela est possible aujourd'hui, d'être fonctionnaire dans ce pays et de bien vivre quand même? Bon, en ce sens-là, j'aimerais citer l'ancien président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, qui disait qu'il ne faut pas se demander ce que son pays fait pour toi, mais il faut plutôt te demander à toi ce que tu fais pour ton pays. Comprenez? Devenir riche, c'est une vue d'esprit, c'est tout un projet, c'est tout un process. On ne devient pas riche du jour au lendemain. On ne devient pas fonctionnaire pour devenir riche. Et certains le disent, le fonctionnaire qui est riche est un voleur. Comprenez? Parce qu'on arrive à la fonction publique pour servir l'État, pour servir l'intérêt de la nation. Sous d'autres cieux, devenir fonctionnaire, c'est pratiquement avoir raté sa vie. Dans les pays occidentaux, quand vous allez aux États-Unis, quand vous dites que vous êtes fonctionnaire, on vous regarde comme la personne qui n'a pas réussi sa vie. A contrario, dans nos pays africains, devenir fonctionnaire, c'est pratiquement c'est vu comme quelque chose de grand. Comprenez? Donc, celui qui déjà devient fonctionnaire ici en Côte d'Ivoire a déjà pour richesse le fait d'être devenu fonctionnaire. Il est considéré dans sa famille, dans son quartier, dans son village, comme quelqu'un qui a réussi. Maintenant, de là à devenir quelqu'un de riche, ça c'est une autre paire de manches. Les fonctionnaires en Côte d'Ivoire ne sont pas riches de leur salaire. Ils peuvent certainement être riches d'autres choses, mais de leur salaire, non. Beaucoup de fonctionnaires disent que la fonction publique, c'est faire vœu de pauvreté. C'est cela. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Quelle est votre expérience personnelle? Vœu de pauvreté, non, parce que l'État ne recrute pas des personnes pour les faire vivre dans la misère. Au contraire, l'État demande aux fonctionnaires de vivre dans la dignité. Et quand on vous demande de vivre dans la dignité, ça veut dire que certainement, on met les moyens à votre disposition pour pouvoir vivre dans la dignité. Comprenez? Donc, être fonctionnaire, ce n'est pas faire vœu de pauvreté. Mais en même temps, devenir fonctionnaire en Côte d'Ivoire, ce n'est pas devenir millionnaire. Voilà. Dans l'administration, est-ce que vous pensez vraiment, selon votre expérience, que ce sont les compétences qui sont mises en valeur ou il y a beaucoup de favoritisme? Alors, vous avez lâché le mot selon mon expérience. Vous savez, moi, j'ai commencé ma carrière en région. Voilà, donc j'étais donc à l'intérieur. Et c'est justement grâce à mes compétences que je suis revenu à Abidjan. Vous comprenez, le directeur des affaires juridiques et du contentieux, monsieur le directeur Kone Zanga, que je salue au passage, qui, ayant vu mes aptitudes, mes compétences, m'a appelé auprès de lui. Vous comprenez? J'ai intégré le service pour lequel, normalement, on ne peut y arriver que sur, comment on appelle ça, sur recrutement, c'est-à-dire il compose sur table. La DAJC, la Direction des affaires juridiques du contentieux du ministère d'État, du ministère de la fonction publique, est un service d'élite. Et donc, moi, qui n'ai pas fait acte de candidature, j'ai été recruté parce que le directeur a vu mes compétences. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, à la fonction publique, on compte sur les compétences puisque c'est une administration, la fonction publique veut que l'administration ivoirienne soit une administration dynamique, modernisée, avec des fonctionnaires nouveaux. Madame le ministre d'État le dit tout le temps, elle veut que les fonctionnaires deviennent des fonctionnaires nouveaux. Et donc, dans ce sens-là, il faut
mettre en avant la compétence. Je souris un peu, Oui, Et quand vous dites que vous étiez à l'intérieur du pays c'est et cela. que vous êtes arrivé à Abidjan, C'est cela. donc est-ce à dire que les Oui. fonctionnaires qui sont à l'intérieur du pays ne sont Non, pas les meilleurs fonctionnaires non, de non, ce non, pays? non, 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 pas du tout. Non, non, non. Au contraire, j'ai toujours voulu, moi personnellement, commencer ma carrière à l'intérieur du pays. Comprenez? Moi, j'ai Effectivement. toujours dit que quand on devient fonctionnaire, c'est pour travailler partout. Seulement quand on vous rapproche d'Abidjan, ça veut dire que vos compétences sont d'une telle valeur qu'il faut venir les mettre en exergue à Abidjan. Parce que tout ce qui se fait à Abidjan a une répercussion sur toute l'étendue du territoire. Comprenez? Donc, au lieu de rester dans votre localité pour faire ce que vous faites et puis les répercussions sont limitées, c'est préférable de venir à Abidjan là où vous faites la même chose pour une répercussion beaucoup plus grande. D'accord. Je vais poser une question qui va dans le sens de ce qui vous a rendu célèbre. D'accord? Voilà. Pourquoi avez-vous décidé de casser les codes? Voilà, Là, alors que beaucoup de fonctionnaires, eux, préfèrent rester discrets c'est en cela. vous mettant en avant comme cela Avant. sur les réseaux sociaux. Il faut dire que tout est parti de ma volonté de vouloir servir l'État. Parce que dans le service où j'étais, j'avais pour mission, en tant que chef de service, de donner des informations aux usagers concernant des requêtes qu'ils devaient formuler pour des documents administratifs au niveau de la fonction publique. Et donc, à chaque fois, il me fallait leur donner la liste des documents à fournir et tout. Donc, je me suis rendu compte que, bon, par le canal normal, quand ils arrivent, je leur parle. Mais quand ils sont partis, les autres, qui les informe? J'ai regardé, j'ai tâtonné un peu. Dans une première tentative, j'ai demandé à ma hiérarchie de voir dans quelle mesure on pourrait peut-être ouvrir une page Facebook. Donc, une page pour les réseaux sociaux dans laquelle on allait donner les informations et tout ça. Mais bon, on m'a dit que ce n'était pas opportun. Bon, ça, c'est en ma qualité de chef de service. Donc, en ma qualité de chef de service, il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Mais en ma qualité de Serge pas comme tout, Citoyen. en ma qualité donc de citoyen, j'ai la possibilité de pouvoir donner des informations qui ne sont pas compromettantes. Et c'est Quand effectivement. on nous dit que, par exemple, pour établir tel acte, il faut l'extrait de date de naissance, il faut le récépissé de ceci, il faut cela, je ne pense pas que ce soit des informations qui sont de nature à jeter l'opprobre sur un service public. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à donner des informations simples, pratiques, pour que les gens commencent à comprendre. Et moi, quand je le faisais, je n'avais même pas l'idée que ça devienne quelque chose, que ça devienne ce que c'est devenu aujourd'hui. Effectivement, on s'en rappelle, c'était sur un brin d'humour. Très bien. Comment est-ce que cette idée-là vous est venue? Pourquoi ne pas le faire, on va dire, de façon administrative et être passé par l'humour? Oui, justement, c'est parce que je voulais casser les codes, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit tantôt, il ne s'agissait pas de partir sur la base de ce qui est normal, de ce qui est administrativement recommandé. Moi, je le faisais sur mes pages, puisque j'ai une page Facebook et puis une page TikTok, sur mes pages pour pouvoir informer les gens. Donc, je le faisais, voilà, donc je le faisais. Or, je voulais forcément marquer le fait que j'étais hors du cadre administratif. Donc, quand je parle de choses administratives avec humour, forcément, les gens se disent, bon, ce n'est pas l'administration, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, Oui. pendant que les fonctionnaires nous écoutent, Oui. quelles sont les erreurs les plus fréquentes que ces agents-là commettent simplement parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits et obligations? Est-ce que vous avez de votre expérience? Pour ma petite expérience, ce que je regrette fortement au niveau du comportement des fonctionnaires que nous sommes, c'est l'insubordination. C'est l'insubordination et j'en parle fréquemment. Les fonctionnaires, bon, pas dans leur totalité, mais là, beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui sont récalcitrants à l'autorité de l'administration. Ils voient en l'autorité de l'administration quelque chose qui les oppresse. Je ne suis pas en train de dire que l'administration, les supérieurs hiérarchiques sont tous bons. Je ne l'ai jamais dit. Je dis simplement que la machine, je parle de machine parce qu'effectivement, l'administration est une machine. La machine administrative est faite de telle sorte qu'un individu ne peut pas la surmonter ou bien la surpasser.
Donc, il ne sert absolument à rien de faire un bras de fer avec l'administration. Je dis tout simplement à tous ceux qui me suivent, je leur donne ce conseil-là, pas plus tard que ce matin. J'ai reçu, quand je dis que j'ai reçu, parce que les gens me consultent sur mes réseaux et tout ça, une doléance d'une dame qui me disait que sa demande de mise à disposition se heurte au refus de son supérieur hiérarchique. J'ai dit, mais quels sont vos rapports? Quand vous n'avez pas de bon rapport avec votre supérieur hiérarchique, la seule chose qu'il peut faire, c'est d'attendre que l'administration lui donne le moyen de vous faire du mal. Vous comprenez? Donc, il faut rester en odeur de sainteté avec ses supérieurs hiérarchiques pour ne pas que demain, vous ayez des problèmes. Et moi, je dis, pour terminer, pour répondre à cette question, je dis que quand on devient fonctionnaire, on le devient par vocation. Et quand on le devient par vocation, ça veut dire qu'on s'inscrit dans un projet de carrière. Ça veut dire qu'on veut évoluer. Si vous êtes venu à la fonction publique pour évoluer, vous allez rentrer dans le moule pour évoluer. Si vous êtes venu à la fonction publique par défaut, vous allez vous mettre dans des situations compliquées et puis voilà, des sanctions disciplinaires peuvent s'en suivre. D'accord. Monsieur Dou, oui. Aujourd'hui, vous êtes suivi par près de 130 000 personnes. C'est cela. En tant que fonctionnaire, oui. Quelles sont les répercussions de cette situation auprès de vos collègues? Est-ce qu'on ne vous voit pas trop comme un fonctionnaire trop exposé? Fonctionnaire trop exposé, oui, parce que... Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous ont parfois dit que ce que vous faisiez n'était pas administratif ou ce genre de choses? Oui, ça, j'ai essuyé j'ai essuyé ce genre comment je vais dire ça, de pensée là. Hein. Ça, c'était au début, quand j'étais dans mes débuts, dans le tâtonnement. Donc, je dis merci à mon supérieur hiérarchique d'alors, monsieur le directeur régional, monsieur Wandje, monsieur Wandje Dominique, directeur régional de la fonction publique de l'IFU, donc à Daoukro. Ce monsieur-là qui est donc lui-même communicateur de base, qui m'a laissé déployer mes ailes. D'accord. Je me dis que si ça n'avait pas été lui, si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense que la personne peut-être m'aurait étouffé. Mais au contraire, lui, il était toujours là et je ne manquais jamais de venir vers lui pour lui demander des conseils et il m'orientait. Quand il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, il me dit fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Voilà. Donc, bien vrai qu'au début, il y a certaines personnes qui me disaient que bon, ce que je fais, ce n'est pas normal. Mais en même temps, les bonnes personnes étaient là pour me pousser. Et aujourd'hui, je vois que, enfin, nous voyons tous les fruits de cette initiative. Effectivement. Aujourd'hui, vous êtes le célèbre Serge Dou Pacom. Bon, voilà, effectivement. Je ne peux plus passer dans une rue sans que quelqu'un s'arrête devant ma tignasse pour dire, parce que c'est avec mes cheveux que les gens me reconnaissent. Effectivement. Hier, j'étais assis quelque part, et peinard, et puis il y a une femme qui s'arrête devant moi. Elle me regarde pendant 3 secondes, elle me salue, et puis, hésitante, elle me dit, mais c'est une ressemblance. J'ai dit, mais vous me connaissez où? Elle dit, non, fonction publique. J'ai dit, oui, c'est moi. C'est moi. Que pensez-vous de ce clanisme entre les différents fonctionnaires, les fonctionnaires normaux, d'une part, et les énacres, d'autre part? Est-ce que cela, par rapport à votre expérience, vous a parfois créé des problèmes? Est-ce que vous en avez eu? Est-ce que vous avez entendu parler des situations de choc entre ces deux types de fonctionnaires-là parfois? Bon, d'abord, je ne suis pas d'accord avec le terme clanisme que vous avez utilisé parce qu'en réalité, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les fonctionnaires. Seulement qu'il y a certaines considérations de certaines personnes. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même moule. C'est ça. Comprenez, de certaines personnes qui se disent que peut-être les ENAC sont privilégiés, les ENAC sont ceci. Mais en même temps... Il y a aussi les ENAC qui se disent que d'autres sont privilégiés. C'est cela, voilà. Que d'autres sont privilégiés et tout ça. Donc, je pense que nous sommes en train de travailler tous à pouvoir aligner et harmoniser les choses de telle sorte que tous les fonctionnaires se sentent vraiment dans le même moule. Voilà, donc... Moi aussi, au niveau de mes attributions et puis au niveau aussi de mes responsabilités aujourd'hui en tant que figure, que je le veuille ou non, je suis maintenant une figure numérique de la fonction publique. Il faut que je travaille aussi à cela, à pouvoir fédérer toutes les forces de la fonction publique. C'est pourquoi je ne puis vous dire ici, affirmer qu'il y a un clanisme. Non, nous sommes en train de travailler à ce que tous les fonctionnaires, quels qu'ils soient, de quel emploi qu'ils soient, quand ils se rencontrent,
sachent qu'ils font partie de la même et unique famille qui est la fonction publique. D'accord. Et énormément de jeunes vous regardent, C'est cela. ils ont envie de faire comme vous, C'est cela. ils ont envie d'intégrer la fonction publique. C'est cela. Mais ils n'ont pas toutes les informations qu'il faut. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Quelles sont les qualités qui sont indispensables pour pouvoir réussir une carrière publique aujourd'hui? Très bien. Mhm. Avant de parler de carrière, il faut parler d'admission au concours. Pour D'accord. devenir fonctionnaire, il faut être admis à un concours de la fonction publique. Et pour être admis à un concours de la fonction publique, la première chose, et je parle par expérience, c'est de s'intéresser à ce concours-là. Je tombe des nuits quand des candidats à des concours qui sont inscrits viennent me poser des questions vraiment basiques au sujet des concours qui sont censés vouloir réussir. C'est ça. Hier ou avant-hier, il y a une qui me demandait, mais pour le premier tour de l'ENA, là, on compose dans combien de matières? À combien de jours de À la combien composition? de jours de la composition? elle me demande, on compose dans combien de matières? Je lui ai dit, mademoiselle, vous n'êtes pas prête. C'est ça. Elle dit, non. Je lui ai dit, non, vous n'êtes pas prête. Parce que nous savons où nous sommes passés. Effectivement. Moi, quand je passais le concours, j'ai présenté le concours de l'ENA 2 fois. Une première fois en 2016, où j'ai passé le premier tour, je suis tombé au deuxième tour, et une deuxième fois en 2018, où j'ai tout passé. Quand vous partez passer le concours, il faut que vous ayez toutes, enfin, tu ne peux pas avoir toutes les informations, mais la majorité des informations, les informations les plus importantes. Donc, il faut que, si ils veulent devenir fonctionnaires, ils veulent faire carrière, il faut qu'ils s'intéressent d'abord au concours. Si vous voulez devenir policier, vous voulez devenir gendarme, vous voulez devenir eaux et forêt, vous voulez devenir douanier, par exemple, ils veulent tous devenir douaniers. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Bon, on va y arriver. Et ils veulent devenir douanier, et ils ne savent même pas que c'est par l'ENA qu'on passe pour devenir douanier. Ils veulent travailler au trésor, ils ne savent pas que c'est par l'ENA qu'on passe pour travailler au trésor. Et ils se font arnaquer avec des concours, avec des pseudo-concours lancés ici et là. Une fois qu'ils sont admis, il faut qu'ils se mettent dans le moule. Il y a la formation. La formation, le cycle de formation. Il y a certains fonctionnaires pour lesquels ça va faire 2 ans. Il y a d'autres pour lesquels ça va faire 3 ans, ça va faire 4 ans. Quand vous prenez l'INFAS, les infirmiers et consorts, ils font 4 ans, pardon. Vous prenez le CAFOP, ils font 4 ans. Quand vous mettez dans le moule, vous répondez à toutes les exigences des écoles de formation. Parce que dans les écoles de formation, on vous demande, par exemple, de vous couper les cheveux. Et il y a une dame qui me disait avant-hier que son fils veut devenir fonctionnaire parce qu'il a vu mes cheveux. Et comme je suis fonctionnaire, il veut garder ses cheveux quand il sera fonctionnaire. Il dit non, quand tu iras à l'école pour devenir fonctionnaire, forcément, tu vas te couper les cheveux. Aujourd'hui, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, ils deviennent fonctionnaires et puis ils continuent leur carrière doucement, doucement pour pouvoir, s'il plaît à Dieu, aller à la retraite. Monsieur Dou, Oui. qu'est-ce qui vous revient là tout de suite? Si je vous demande de nous raconter une anecdote liée à votre nouveau statut après avoir fait sortir les chroniques de Monsieur Serge Pacomdou. Bon, d'abord, cette petite notoriété que j'ai aujourd'hui, qui fait que je ne passe plus inaperçu, les gens me reconnaissent dans la rue, les lieux que je fréquente, les gens m'y reconnaissent. Mais ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est que quand j'ai lancé les cours de préparation cette année, dans la vague de toutes ces personnes-là qui venaient s'informer, s'inscrire, il y en a certaines qui sont venues directement me dire ouvertement que Monsieur Dou, nous, on cherche un réseau. Oui. On cherche un réseau de concours. Donc, vu votre position là, vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? J'ai ri et puis je leur ai dit, franchement dit, moi, ce que je sais là, c'est ce que je fais. Ce que je connais là, c'est ce que je fais. La formation là, c'est ce que je fais. Donc, vraiment, vous allez beaucoup m'excuser. Soit vous décidez de vous inscrire pour suivre les cours avec nous. Autrement, vous décidez de partir. Aller chercher le réseau là. Et ces personnes sont parties. Je ne sais pas si elles sont allées chercher le réseau télécom ou pas. Donc là, vraiment, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais tiens, il y a des gens qui ont ce courage-là. De venir. Voilà, de venir jusqu'à demander, jusqu'à même faire des propositions. Effectivement. Ça fait des propositions que je ne vais pas dire ici. Mais bon, c'est ça. Hein. Bon, moi, je m'y attendais plus ou moins. Bon, et ça a été comme ça. Il est vrai que le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, c'est la bonne appellation, n'est-ce pas? La modernisation. De la modernisation de l'administration, autant pour moi. C'est bien votre maison. Il est clair que vous allez dire que tout se passe bien là-bas, mais il y a forcément des problèmes.
auxquelles vous êtes confrontés. Oui. Voilà. Est-ce que vous voyez des solutions pour pouvoir relancer les choses, améliorer? C'est Parce cela. qu'il y a toujours des axes d'amélioration. Est-ce que Effectivement. vous voyez des solutions pour améliorer certaines choses? Déjà, quels sont les petits problèmes que vous pouvez être confrontés au jour le jour? Et puis, quels sont les axes d'amélioration que vous pouvez proposer? Au niveau du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, il faut dire que il y a le souci du traitement des fonctionnaires. Mhm. Ce qui fait qu'on a des saignées dans tous les fonctionnaires. Tout le monde veut aller là où il y a des primes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, quand je dis actuellement, depuis quelques années, tous nos collègues du secteur éducation-formation sont vent debout pour pouvoir avoir des primes. C'est ça. Comprenez? Je pense que le problème, c'est de pouvoir aligner tous les fonctionnaires. Et si jamais, moi, j'ai une proposition à faire, je pense que c'est dans ce sens-là que les choses sont en train de partir, c'est de voir dans quelle mesure pouvoir satisfaire la majorité des fonctionnaires pour que plus personne ne se voit comme le fils pauvre de l'État. Comme s'il y a des enfants préférés de l'État et d'autres qui travaillent pour l'État mais qui ne sont pas des enfants préférés. Moi, je tiens à rassurer l'ensemble des fonctionnaires, quand bien même je ne suis pas la voix la plus autorisée à le faire. Je tiens à rassurer l'ensemble des fonctionnaires que nos autorités compétentes sont en train d'y travailler pour pouvoir trouver le juste milieu, pour pouvoir satisfaire tout le monde, de sorte que chacun soit à l'aise dans son ministère, de sorte que tout le monde veuille rester là où il est et puis faire grandir son ministère. Donc, en termes de difficultés majeures au niveau de la fonction publique actuellement, je pense que c'est cela. Quand ce problème-là sera réglé, je pense que la fonction publique sera beaucoup plus... la fonction publique ivoirienne va donner beaucoup plus de punch et puis sera beaucoup plus ragaillardi. D'accord. Monsieur Dou, dernièrement, vous vous êtes présenté aux dernières élections législatives. Ah, vous êtes bien informé, monsieur Koye. On vous voit, on vous voit. Est-ce qu'on peut dire que Oui. ça s'est mal passé pour vous? Est-ce que c'est une expérience que vous êtes prêt à renouveler? Mal passé, non, je ne dirais pas, parce que à Niamey, où j'étais candidat avec mon jeune frère Ouattara Issoufou Junior, Niamey m'a tout donné. Niamey m'a tout donné. Et quand nous arrivons à un certain niveau et que nous voyons certaines choses, il faut que nous puissions aider nos parents en faisant la proposition de nos personnes. Mais les parents en ont décidé autrement. D'abord, je ne dirais pas que ça a été un échec, parce que c'est une expérience. Effectivement. Voilà, des philosophes bien ancrés dans la chose ont dit que c'est ne rien essayer qui est mauvais. Voilà. Donc nous avons essayé et nous avons perdu, mais nous n'avons pas démérité parce que quand même nous avons eu un peu plus de 500 voix, ce qui n'est pas rien. Un peu plus de 500 voix. Maintenant, quant à savoir si l'expérience sera rééditée, il faut avouer que à l'heure actuelle, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. On attend dans 5 ans pour voir. Voilà, à l'heure actuelle, je ne sais pas parce que je travaille beaucoup sur le changement de mentalité. Est-ce que nos parents sont prêts au changement de mentalité? Bon, l'avenir nous le dira. D'accord. Monsieur Dou, nous allons parler maintenant de votre œuvre parce que vous êtes également auteur. Ah oui. Aujourd'hui, tout le monde vend des formations Oui. en ligne pour se faire un peu de sous. C'est cela. Voilà, on va dire que vous vous êtes mis également. Mais est-ce qu'il y a une véritable différence entre ce que vous faites et ce Oui. que font les autres? Voilà, vous allez en profiter en même temps pour nous parler de votre œuvre C'est et pour cela. nous dire pourquoi moi, par exemple, en tant que Oui. fonctionnaire, je devrais absolument l'avoir C'est cela. dans ma bibliothèque. Non, monsieur Kouye, je vais rectifier votre question parce que je ne me suis pas mis à la formation pour me faire de l'argent. Mhm. Je me suis mis à la formation par vocation. J'aime enseigner. Avant de devenir fonctionnaire, j'enseignais dans les lycées et dans les collèges et lycées privés. L'enseignement, la transmission du savoir, la transmission de la compétence, la transmission de la connaissance est mon moteur. C'est ce qui me fait vivre. J'aime transmettre à l'autre. C'est en ce sens-là que je me suis dit, mais ce que j'ai appris,
ce que j'ai acquis comme expérience, il faut que je puisse en faire bénéficier la majorité des travailleurs. Quand je dis des travailleurs, parce que ici c'est écrit le guide du travailleur, C'est ça? ce n'est pas seulement les fonctionnaires. Ah, d'accord. Toutes les personnes qui sont dans des activités professionnelles. Et même pas forcément professionnelles, parce que professionnel, au sens du droit, voilà, il y a des conditions. Mais quand vous travaillez, forcément, il faut avoir des attitudes. Ce document-là, on va dire, est différent des autres parce que ici, je montre des méthodes pratiques. Je ne suis pas dans la théorie. Je ne suis pas un théoricien. Voilà. Ici, ce que je fais ici, c'est de montrer des pratiques, des attitudes, des aptitudes qu'il faut avoir pour pouvoir performer dans sa carrière. Si tant est que notre ambition est de vouloir performer. Parce qu'une chose est de chercher à travailler pour pouvoir assurer son train-train quotidien. Une autre chose est d'aimer son travail au point de vouloir performer dans son travail. Donc, tous ceux qui veulent performer dans leur travail, voici le guide du travailleur. D'accord. Monsieur Dou, Oui. Quelqu'un pourrait se demander, mais l'information que lui, il a, c'est que les fonctionnaires n'ont pas le droit de faire du commerce ou d'avoir une autre activité génératrice de revenus en dehors de leur fonction. Voilà. Mais là, en étant quelqu'un qui met à disposition une œuvre, en étant auteur, pour devenir commerçant, comment cela se fait-il? Oh, mais c'est une dérogation au test. Vous voyez, c'est l'article 32 de la loi portant statut général de la fonction publique qui reprend la loi de 92 qui dit que le fonctionnaire n'a pas le droit de faire une autre activité à titre professionnel. Néanmoins, il y a des exceptions. Exceptions faites de tout ce qui est littérature. À l'exception aussi de tout ce qui est production d'œuvres artistiques. Donc, le fonctionnaire peut être artiste-chanteur, il peut être artiste plasticien, il peut être artiste musicien. Artiste-chanteur? Oui. Le fonctionnaire peut être artiste-chanteur. Sans besoin de dérogation? Non, sans besoin de dérogation, puisque la dérogation est déjà prévue dans le test. Ah, d'accord. Voilà. Je pense qu'il y a juste plurialité policier, non? L'information que nous, on a, c'est qu'il a eu d'abord une autorisation préalable de sa hiérarchie. Oui, mais l'autorisation sur la base de quoi? Il faut que l'autorisation ait une base légale. Voilà. Il faut que l'autorisation ait une base légale. Donc, c'est sur cette base légale que la chose a été faite. Vous comprenez? Et au-delà de cela, je suis, comme vous l'avez dit, conférencier et formateur. C'est prévu aussi par la dérogation. Vous pouvez, dans le cadre de votre emploi, faire des expertises, faire des conférences dans ce cadre-là. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis, et je suis dans la droite ligne de ce que les tests prévoient. D'accord. Voilà. Monsieur Dou, si vous aviez aujourd'hui un super pouvoir, changer quelque chose d'un coup de baguette magique dans l'administration ivoirienne, qu'allez-vous faire? Une seule chose que vous pouvez changer? Une seule chose, je l'ai déjà dit, c'est d'harmoniser les salaires de tous les fonctionnaires. Ils ont tous les mêmes salaires? Bon. Les traitements, on va dire. Voilà. Harmoniser les traitements. De sorte que tout le monde se sente à l'aise. Parce que cette fuite de ministère à ministère, on vous appelle, on est tout le temps derrière les autorités. Non, il faut m'aider, non, c'est fatigant. C'est fatigant pour nos autorités, c'est fatigant pour le fonctionnaire lui-même, c'est fatigant pour sa famille. Non, il faut m'aider, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Trop de choses. Il faut que tous les fonctionnaires puissent être logés à la même enseigne pour que, comme nos amis du secteur éducation-formation le disent tous, pour que tous les fonctionnaires aient leur voiture. Ils disent qu'eux, ils ont des motos et puis les autres ont des voitures. Ils disent, les frères, vraiment, pourtant, il y a beaucoup d'enseignants qui ont des véhicules. Effectivement. Voilà, mais bon. Donc, on les soutient dans leur lutte et puis on espère que, surtout pour ceux qui n'ont absolument rien, parce que ceux encore du secteur éducation-formation, ils ont leur grille particulière. Effectivement. Ils ont leur grille particulière. Mais et ceux qui sont dans des ministères où il n'y a absolument rien, ils n'ont que le salaire. C'est surtout vers eux que mon idée part quand je parle de cette situation. Donc, si j'avais un super pouvoir, c'était en un clic pouvoir donner à tous les fonctionnaires le même traitement pour
que tout le monde se sente à l'aise, de servir l'État. D'accord. Et aujourd'hui, si vous avez la possibilité de parler à un jeune Ivoirien qui est découragé parce Cela. qu'il entend, Oui, en se disant qu'il n'a pas les moyens, c'est il cela. n'a pas le réseau, C'est donc il cela. ne peut pas accéder à la fonction publique. C'est ça. Vous auriez 30 secondes, un message à lui passer. D'abord, le jeune Ivoirien, il faut qu'il soit passionné par ce qu'il fait. Comprenez? C'est la passion qui décide de tout. Aujourd'hui, si je suis là où je suis, au niveau auquel je suis actuellement, C'est ça. c'est à cause de ma passion pour la formation. C'est ça. Comprenez? Et quand je fais la formation, les gens sentent la passion dans ma manière de faire la formation. C'est pourquoi vous voyez qu'on m'invite un peu partout, mais monsieur Dou, venez ici, monsieur Dou, venez là. Il ne suffit pas juste de Très bien. chercher un concours. Il ne suffit pas et juste puis- de chercher un concours et puis aller le s'asseoir là-bas. Voilà. Quelqu'un qui rentre à l'INFAS parce qu'il a eu la possibilité d'y entrer alors qu'il ne supporte pas la vue du centre. Exactement. Vous allez aller travailler dans un domaine de santé. Vous n'êtes pas habilité psychologiquement à travailler dedans, ce n'est pas la peine. C'est ça. Vous allez enseigner. Vous êtes au CAFOP. Vous avez l'avenir de petits-enfants dans vos mains. Si vous n'avez pas l'amour de l'enfant, La patience. la patience des enfants qui sont en classe, qui font leurs besoins sur eux, qui viennent à d'autres. Si vous n'avez pas la patience de supporter cela, ce n'est pas la peine. Donc, la première chose que le jeune Ivoirien qui veut réussir doit avoir, c'est la passion. La passion, pas forcément pour devenir fonctionnaire, mais la passion dans ce qu'il veut entreprendre. Une fois qu'on est passionné, le reste, ça vient, que ce soit en musique. Si tu es passionné de musique, moi, j'en connais qui ont laissé... Bon, ce n'était pas pour parler d'elle, mais en même temps que j'ai tenté de donner l'idée, et puis Effectivement. son exemple est venu. Effectivement. Mais j'en connais qui ont laissé La- des concours Des fonctions de publiques. fonction publique pour ça donner à la musique. Effectivement. Je ne parle pas de José, je parle d'autres personnes. Nous aussi, on parle Voilà, pas de José. effectivement. J'en connais qui ont laissé pour suivre leur passion. Vous comprenez? Je connais un autre qui est photographe aujourd'hui, qui a de bons contrats et tout ça. Vous voyez? Donc, moi, je dis toujours aux jeunes, quand tu veux réussir quelque chose, donne-toi les moyens de réussir cette chose. Avec la passion que tu mets en avant, forcément, les portes vont s'ouvrir pour toi. D'accord. Monsieur Dou, Oui, on va terminer avec cette question. D'accord. Elle est relative à votre ministère. c'est cela. Parce que le but de cette émission également, c'est d'informer C'est cela. et d'éduquer. C'est cela. Voilà, on entend beaucoup parler du ministère de la fonction publique. Oui, Si vous deviez nous expliquer exactement oui, quel est le sens de votre mission c'est cela. pour que tous ceux qui nous regardent ici puissent dormir moins bête aujourd'hui. D'accord. Donc, sachez que le ministère en charge de la fonction publique est celui qui recrute tous les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont recrutés par le ministère de la fonction publique. Recrutés, premièrement. Deuxièmement, mis en formation. C'est le ministère de la fonction publique qui les met en formation à l'issue de leur admission au concours. Troisièmement, le ministère de la fonction publique va les affecter, donc gérer leur carrière. Une fois que vous êtes affecté, vous commencez votre carrière, tout ce qui rentre en ligne de compte dans votre carrière, arrêtez de nomination, enfin, arrêtez, oui, c'est ça, arrêtez de nomination, enfin, pas arrêter, parce qu'il y a des arrêtés, puis il y a des décrets de nomination. Donc, acte de nomination, tout ce qui va se passer au cours de votre carrière jusqu'à la retraite. Donc, pour faire un résumé, le ministère de la fonction publique est celui-là qui recrute le fonctionnaire depuis son premier jour à la fonction publique jusqu'à sa retraite. Donc, le ministère de la fonction publique est le ministère mère. Il prend en compte tous les autres ministères, en ce sens-là que c'est le ministre de la fonction publique qui a la possibilité des sanctions du second degré. Voilà, le ministre de la fonction publique au premier chef, parce qu'il y a d'autres ministres qui ont été désignés aussi pour les sanctions du second degré, mais au premier chef, c'est le ministre de la fonction publique qui peut révoquer un fonctionnaire, c'est-à-dire c'est le ministre de la fonction publique qui a la possibilité de dire que toi, à partir d'aujourd'hui, là, tu n'es plus fonctionnaire. C'est ça. Vous comprenez? Voilà, donc le ministère de la fonction publique organise tous les services, enfin, le recrutement de tous les agents qui travaillent dans tous les services publics de Côte d'Ivoire. C'est un ministère central. C'est le ministère central. C'est le ministère C'est central. cela. D'accord. Chers téléspectateurs, pour ce premier épisode de Parcours Public, nous avons eu l'infime honneur de recevoir M. Serge Pacom Dou. Voilà, et donc il nous a véritablement enseigné
sur beaucoup de choses, sur la fonction publique. Il nous a donné certains conseils aux plus jeunes, à nous, à tous les fonctionnaires. Nous disons infiniment merci. Et à vous, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de Parcours Public. Merci.